Bonjour à tous, je m'appelle Lucie Seska, je suis représentante de l'Université de Lorraine au sein de la direction des partenariats, pour laquelle je représente la communauté bioéconomie. Et c'est dans ce cadre qu'on vous propose aujourd'hui de parler de chimie verte et de biomolécules avec tous nos intervenants qui sont ici présents aujourd'hui, que je remercie particulièrement. Voilà, l'idée avec cette communauté bioéconomie, c'est de mettre en lien les acteurs socio-économiques et le monde universitaire pour faire naître des nouveaux projets autour de la thématique de la bioéconomie et aussi proposer des événements, proposer une newsletter afin de faire vraiment du lien et de permettre ce transfert. Merci à ceux qui sont connectés aujourd'hui. Comme je disais, l'événement est enregistré et sera retransmis sur la chaîne YouTube de l'université. Et aujourd'hui, on a la chance donc d'être accompagné de beaux invités et d'un animateur qui est Stéphane Desaubry, qui va prendre la suite pour présenter notre événement. Merci Lucie pour cette introduction, puis merci pour tout le travail réalisé pour la mise en place justement de cette rencontre. Donc c'est une rencontre qui ne dure qu'une heure, donc c'est vrai que le timing va être assez serré. On a un certain nombre d'intervenants qui vont donc d'abord, dans un premier temps, faire un petit tour, une information sur leur positionnement par rapport à la thématique proposée aujourd'hui. Et ensuite, on essaiera de laisser quand même une large place à l'échange. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Et Lucie se chargera de centraliser les questions. Et puis du coup, on essaiera de poser vos questions aux intervenants. Donc je vais d'abord peut-être laisser la parole à chacun des intervenants pour nous faire une petite introduction par rapport au thème qui est proposé aujourd'hui et puis leur positionnement par rapport à la chimie verte et justement cette évolution vers une chimie de plus en plus verte au niveau de notre société. Et je vais peut-être commencer par Jackie Van de Putte, qui est le directeur scientifique du pôle IAR. Et donc ce pôle de compétitivité a une notoriété reconnue dans le domaine justement de tout ce qui est bioéconomie. Et donc on va peut-être laisser Jackie nous donner quelques mots d'introduction par rapport à cette rencontre. Ton micro est coupé, Jackie. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je suis responsable innovation bioéconomie et directeur scientifique au pôle industrie agro-ressources depuis maintenant 16-17 ans. Voilà, où on s'intéresse à la bioéconomie, donc l'utilisation des ressources renouvelables, que ce soit le bois, les algues, les coproduits de l'industrie agroalimentaire, pour faire à la fois du feed, donc de l'alimentation humaine et animale, et puis faire des matériaux, de l'énergie. Et je suis particulièrement en charge de ce qu'on appelle au pôle la communauté biomolécules, qui s'intéresse à la chimie des ressources renouvelables, donc un peu plus large que la chimie du végétal, et les biotech industrielles. Donc voilà, et qui touche aussi bien le développement, on va dire, d'intermédiaires chimiques, des petites briques, qui vont servir ensuite à fabriquer éventuellement des polymères ou différentes molécules qui vont rentrer dans la formulation de bases lubrifiantes ou dans les tensioactifs, des colorants, des substances, on va dire, bioactives aussi, des antimicrobiens, des anti-UV, des antioxydants, voilà. Toutes ces substances qui vont rentrer à la fois dans la formulation de shampoings, dans des peintures décoratives, dans des encres, dans des produits de nettoyage ménager. Le pôle, effectivement, a accompagné aujourd'hui plus de 350 projets de recherche et développement et d'industrialisation. Donc, ça représente à peu près 2 milliards d'euros qui ont été injectés dans la recherche et l'innovation autour de la bioéconomie depuis un peu plus de 15 ans, avec des réalisations industrielles, notamment, bien sûr, au niveau de la région Grand Est, avec les développements aujourd'hui des sites comme ceux d'Afiren ou Metabolics Explorer, donc avec vraiment l'industrialisation d'acides et de différentes substances, on va dire, qui vont rentrer dans ces formulations.
Ok, merci pour cette intro et ce positionnement du sujet. Ensuite, on a le plaisir d'accueillir deux industries dans cette rencontre. Je vais d'abord passer la parole à Monsieur Maget, qui est le PDG de la société Sorepac, qui fait des packaging et avec une orientation de plus en plus forte vers le biosourcé. J'ai créé Sorepac il y a une vingtaine d'années maintenant. Et en fait, c'est un anniversaire pour nous puisque nous avons commencé à faire des barquettes en octobre 2001. À l'origine, les barquettes étaient en cellulose. Elles sont toujours en cellulose, mais elles étaient en cellulose, mais avec toutefois un film en PET à l'intérieur, donc un PET pétrolier qui représentait à peu près 5% de la masse de la barquette. Donc c'est avec ça que nous avons démarré. Et nos clients sont toujours des gens comme Picard, Thirier, Système U, enfin toute la grande distribution, Charal et j'en passe. Et depuis également, nous sommes dans la restauration collective. Et c'est plutôt dans la restauration collective que la demande s'est faite jour pour des produits biosourcés. Biosourcés, compostables, méthanisables, etc. Toute la série. Donc nous sommes déjà dans les barquettes biosourcées avec des barquettes qui sont composées à 90% de cellulose, même 95%, ça dépend un peu des grammages des matériaux, et avec une induction végétale à l'intérieur de la barquette qui fait barrière à l'eau et à l'huile. Donc il y a totalement contact alimentaire. Donc, j'entrerai un peu plus dans le détail peut-être tout à l'heure au sujet des migrations, etc., des analyses que nous faisons faire sur ces barquettes-là. En tous les cas, nous avons une demande très importante pour des produits biosourcés. La cellulose est déjà à 95%, on a résolu une partie du problème. Maintenant, il faut qu'on ait une palette un peu plus large, je vais appeler ça un vernis ou un substrat biosourcé, soit animal, végétal. Voilà, il y a plusieurs sources, et certaines qu'on ne connaît peut-être pas d'ailleurs. Et donc, nous sommes très intéressés pour poursuivre des développements dans cette direction-là. On sait qu'il y a un potentiel important, et je crois que nous sommes les premiers véritablement à avoir commercialisé en France des barquettes 100% biosourcées, et on veut élargir cette palette, cette offre. Très bien, merci Monsieur Maget. On a aussi la présence de la société Salveco avec Monsieur Luciget et Monsieur Révol. Donc je vais leur laisser la parole à l'un ou à l'autre ou à l'un et l'autre, comme ils le souhaitent, pour justement faire une petite introduction. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Stevie Siger, responsable recherche et développement pour les laboratoires Salveco. Je m'occupe de toute la partie laboratoire, des développements produits et aussi des affaires réglementaires. Donc Baptiste, qui va se présenter dans un instant, fait partie de mon équipe et je reviendrai ensuite sur l'explication afin de vous présenter qui nous sommes et qui est Salveco. Bonjour à tous, Baptiste Roval, donc je travaille aussi avec Salveco, avec Steve. À Salveco, je suis en charge des projets de recherche. Donc, je vais intervenir à la fois sur le montage des projets, que ce soit des projets collaboratifs ou des projets financés. Et une fois que les projets sont montés, je vais aussi intervenir sur le suivi technique. Donc, quelques mots sur Salveco. Salveco est un laboratoire industriel qui est spécialisé en chimie du végétal. Salveco a été créé il y a plus de 25 ans maintenant par le docteur Auberger, qui est diplômé de l'Université de Lorraine. Donc depuis le début, la volonté initiale de Salveco a été de proposer des alternatives à la chimie conventionnelle, donc dans les domaines de l'hygiène et de la détergence. Et pour ce faire, on utilise des produits biosourcés et des matières biosourcées qui sont aussi biodégradables. C'est important pour nous. Donc en termes de solutions, on développe des produits détergents, des produits cosmétiques, mais aussi des produits biocides à partir de molécules qui sont issues du végétal, transformées ou non. Nous sommes basés à Saint-Dié-des-Vosges. Donc, on a un site de 40 salariés, dont un tiers de l'effectif fait partie du service R&D. On a sur place aussi une usine parce qu'on conçoit les produits, on les fabrique sur place et on a aussi quelques lignes de conditionnement qui nous permettent de mettre les produits en flacon. Donc, on travaille avec des clients de tout type, de taille, donc des PME, mais aussi des multinationales, un peu partout en Europe pour le marché grand public,
mais aussi pour le marché professionnel, hein. Donc, les produits sont destinés à être utilisés dans divers secteurs, comme les collectivités, donc tout ce qui est hôtellerie, restauration, collège, université, et aussi le secteur de la santé avec les hôpitaux, les pharmacies, l'industrie automobile, industrie agroalimentaire, et aussi on a quelques développements qui ont été faits récemment sur le secteur aéronautique, notamment pour le nettoyage des aéronefs, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur des avions. Donc depuis notre création, en fait, les laboratoires Salveco, notre motivation première a été de formuler des produits qui ont le moins d'impact pour l'homme et l'environnement. Et donc, je remercie les organisateurs de nous avoir invités déjà à cette table ronde et de l'avoir organisée sur la bioéconomie. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, Baptiste va vous dire quelques mots sur ce que cela représente comme enjeu au quotidien pour Salveco. Merci Steve. Alors malheureusement, je ne peux pas mettre la caméra et le partage en même temps. Effectivement, pour Salveco, comme tu l'as dit, on est déjà acteur dans la chimie verte. Maintenant, en tant qu'acteur déjà dans la chimie du végétal et les biomolécules, il y a des enjeux auxquels on est confronté au quotidien. C'est des enjeux qui seront aussi potentiellement rencontrés par des entreprises qui veulent faire la transition vers le biosourcé. Alors pour revenir un peu là-dessus, on a un premier enjeu qui est particulièrement important, c'est l'origine des matières premières. Par exemple, on peut faire du biosourcé avec des ressources tropicales, et c'est le cas de la plupart des tensioactifs biosourcés qu'on a dans la détergence. Il faut aussi garder en tête que ça peut poser des problèmes de transport, de contrôle des conditions d'exploitation, hein, par exemple de la déforestation, contrôle des conditions de travail. Et il faut aussi garder à l'esprit comme enjeu que pour les molécules biosourcées, il faut que l'ensemble de la démarche soit cohérente, c'est-à-dire au niveau de l'utilisation et de la production. Ce que je veux dire par là, c'est que produire et utiliser une molécule biosourcée, c'est intéressant. Maintenant, si elle est utilisée avec un conservateur synthétique comme de l'isothiazolinone, ça va réduire l'intérêt de la démarche. Un deuxième enjeu important qu'on a à Salveco, c'est d'essayer d'augmenter le choix des molécules biosourcées disponibles. Pour faire un comparatif rapide avec la pétrochimie, c'est des années de développement, c'est un très large choix de molécules qui sont optimisées pour la performance, qui sont optimisées aussi pour les coûts. À côté de ça, dans le cadre des molécules biosourcées, quand on veut les utiliser, on va avoir un catalogue plus restreint, d'autant plus restreint que le cahier des charges est exigeant. Et ça veut dire que, comme enjeu très important dans le biosourcé, c'est qu'il faut faire des efforts majeurs de formulation pour être compétitif par rapport à des formules d'origine fossile. Donc ça va être ça notre grand enjeu, c'est trouver des nouveaux sourcings pour des molécules biosourcées. Par exemple, en utilisant des ressources agroforestières, des molécules complexes extraites du bois. Et cet enjeu-là, c'est pour qu'on puisse maintenir une offre variée et qui est cohérente avec les problématiques actuelles. Merci à tous les deux pour cette introduction de Salveco. Je vais maintenant passer la parole à Aya Kanji, côté université. Elle est project manager d'un projet transversal qui s'appelle Impact Biomolécules. Je vais la laisser donc nous en dire quelques mots. Merci. Je vais partager mon écran. Donc, voilà, je pense que vous voyez mon écran. Donc, Aya Kanji, je suis docteur en procédés biotechnologiques et alimentaires à l'Université de Lorraine et je suis chef du projet Impact Biomolécules que je copilote avec Stéphane Desaubry. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup ce projet, en fait, ce projet a été financé par l'ICIT en 2017. Hauteur de 2,5 millions d'euros pour répondre aux défis socio-économiques reliés à la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement. Et donc, dans ce cadre, nous avons mis en place depuis 2017 un programme scientifique qui est organisé en 3 grands groupes de travail, donc 3 work packages et 3 actions transversales. Le premier work package, lui, est dédié à la découverte des nouvelles biomolécules issues de plantes ou de micro-organismes et à l'étude des voies de biosynthèse de ces molécules-là. Le deuxième groupe de travail, lui, est dédié à tout ce qui est bioprocédés et ingénierie chimique ou biologique. Donc ici, nos chercheurs s'intéressent à l'encapsulation, la vectorisation de ces molécules dans des matrices
que ce soit pour les protéger de l'environnement, car la plupart des fois, les molécules naturelles sont sensibles à l'environnement, ou même booster leur activité biologique. Et un troisième groupe de travail qui, lui, est dédié à l'évaluation des activités biologiques de ces molécules-là. Et en fait, pour assurer une fluidité entre ces trois groupes de travail, nous avons travaillé sur trois grandes classes de biomolécules, qui sont les polykétides, les polyphénols et les peptides chélateurs de métaux. Et donc, ce projet nous a permis de mettre en place un réseau de chercheurs, mais aussi d'industriels. Donc, on a mis en place un consortium qu'on a nommé Réseau 3B, qui lui est constitué de 17 laboratoires, notamment des laboratoires de l'Université de Lorraine, mais aussi de 17 industriels, dont BASF, Nestlé, Saint-Hubert et aussi Salveco présent aujourd'hui avec nous. Donc, notre budget principal était de 2,5 millions d'euros donnés par Lorraine Université d'Excellence, mais au fur et à mesure, nous avons pu mettre en place des collaborations avec des industriels qui ont permis de booster ce budget donc à hauteur de 9 millions d'euros, entre 3,5 millions d'euros qui sont des collaborations industrielles, mais aussi on a pu obtenir un projet FRCR donc, qui a été validé à hauteur de 2,5 millions d'euros. Donc aujourd'hui, notre projet arrive à sa fin, donc fin 2021, et depuis 2017, on a pu, grâce aux différentes collaborations, rédiger beaucoup de publications, une 150aine de publications, des chapitres de livres et aussi organiser des conférences internationales. D'ailleurs, la dernière conférence internationale qui sera organisée, elle aura lieu bientôt. Donc, je profite pour vous inviter à cette conférence. Donc, elle aura lieu les 4 et 5 novembre 2021 au Centre des Congrès Prouvé, donc à Nancy. C'est une conférence qui est hybride, donc vous pouvez assister en présentiel ou en visioconférence et vous aurez donc le programme détaillé et le lien d'inscription juste là. Donc, Lucie va vous transférer les slides. Et aujourd'hui, du coup, nous sommes sur un montage d'un nouveau projet. Donc, on a nommé Biomolécule 4.0. Donc, on est encore en phase de réflexion avec les différents collaborateurs. Et donc, ça sera une continuité du projet Impact Biomolécule, mais aussi, on aura de nouvelles thématiques de recherche qui seront abordées, notamment le développement de la bioraffinerie, l'utilisation surtout de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire une recherche plus efficace et aussi de développer des technologies de rupture. Donc voilà, je vous remercie. Merci Aya. Très bien. Bon, moi, je vous propose de commencer un petit peu la discussion avec déjà peut-être des réflexions en attendant les questions qui arrivent petit à petit au niveau du chat. Avec, pour les différents intervenants, les nouvelles contraintes auxquelles vous faites face en ce moment, qui vous poussent justement à aller de plus en plus vers la chimie verte. Alors, je ne sais pas qui souhaite réagir et donner quelques éléments introductifs. Jackie, peut-être? Je crois que Jackie ne demande que ça. Oui, alors des éléments de contrainte, du moins qu'est-ce qui motive aujourd'hui finalement les industriels d'aller vers la chimie du végétal. Alors c'est vrai que pendant longtemps, au niveau des projets du pôle, ce qui était le driver principal finalement, c'était la réglementation et particulièrement la réglementation REACH, donc qui touchait tous les aspects tox, écotox, voilà, donc sur les molécules. Sachant que cette réglementation qui était européenne, aujourd'hui, on peut parler d'un REACH mondial. C'est-à-dire que bon, quand on regarde ça au niveau mondial, finalement, chaque grand continent est en train de mettre en place quelque chose d'équivalent pour pouvoir évaluer finalement les molécules qui sont sur le marché. Et donc, lorsqu'on a connu effectivement tout le volet de demande de substitution des phtalates, des silicones, enfin un certain nombre de molécules
jugée préoccupante, eh bien, on a commencé à regarder ce que le végétal pouvait faire effectivement pour répondre à ces enjeux. Et on a trouvé au départ une première série, on va dire, de 2 molécules, parfois de performance un peu moindre. Et comme l'a expliqué très bien Salveco, il a fallu travailler pas mal sur la formulation finalement des produits finaux. Donc voilà, donc la première motivation, c'est la réglementation, les réglementations à la fois, bien sûr, produits, et les réglementations usines, hein, parce qu'il s'agit aussi de développer des procédés propres et sûrs. Donc voilà, et voire bien sûr intensifier aujourd'hui. Et lorsque effectivement, et c'est là qu'on voit les évolutions, à chaque fois qu'il y a eu une crise pétrolière quelque part, on s'est réintéressé au végétal. Et là, la crise Covid nous a remis une couche en disant effectivement pourquoi pas repenser à produire et bioproduire même avec des procédés biotechnologiques, suivant des circuits courts, ce qui paraît assez logique, et en respectant les 12 principes de la chimie du végétal. Donc ça, c'est première motivation. Donc repenser quelque part les systèmes et voire même, j'allais dire, non plus avoir une valorisation linéaire, mais une valorisation circulaire des choses. C'est pour ça qu'on parle de bioraffinerie, mais également de circularité globale. Donc on va essayer de récupérer des coproduits derrière, ou voire même hydrolyser des polymères en petits building blocks et les acheminer. Ensuite, bon, il y a également, parmi les motivations industrielles, c'est la sécurité d'approvisionnement. Alors c'est vrai qu'on a eu des problèmes de shortage, donc des problèmes d'approvisionnement quelque part sur certaines molécules. À un moment donné, il y a le prix du butadiène qui s'est envolé. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la crise, les produits pétroliers ont un peu baissé, mais comme vous voyez, on reprend, et donc on risquerait d'avoir encore une fois ce genre de problématique. Et ensuite, bien sûr, une des motivations principales, et ce qu'on peut retrouver aussi dans le secteur de la cosmétique, hein, c'est finalement vendre le caractère un peu naturel, hein, donc exploiter quelque part l'image positive des ressources végétales, voilà, donc par rapport à une ressource pétrolière, et aussi trouver bien sûr de nouvelles spécificités, hein. Donc comme vous le savez, le végétal, c'est quelque chose de très riche. On compte des milliers, des centaines de milliers de molécules. Et c'est pareil, au niveau bactérien, au niveau microbien, on a très très peu exploité. 99% du vivant est encore inconnu. Or, on sait que cette source, quelque part, de molécules, voilà, peut être exploitée pour essayer de substituer les produits pétroliers au niveau local, mais en répétant, enfin, encore une fois, avec un cahier des charges qui est quand même assez dur, c'est-à-dire généralement à ISO-prix, ISO-performance. Donc, c'est un challenge. Et j'allais dire, au fur et à mesure, hein, comme j'ai dit, on avance, et on est peut-être à la 3e vague aujourd'hui des produits qui se retrouvent sur le marché, avec des sites industriels, hein, voilà, qui se positionnent aujourd'hui sur le sujet. Alors, juste Jackie, comme tu étais en train de discuter, il y a une question qui t'est adressée directement, donc je vais te poser. Est-ce que la stratégie européenne de chimie durable issue du Green Deal pousse au biosourcé, ou est-ce que finalement il n'y a pas d'incitation plus forte que ça? J'allais dire, tous les éléments que j'ai pu citer poussent aujourd'hui, bien sûr, la Commission européenne, l'État français, d'ailleurs, qui vient de publier la stratégie d'intensification quelque part dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Aujourd'hui, forcément, ont mis au centre de leur stratégie la bioéconomie, sachant que ça répond à peu près aux 3/4 des Sustainable Goals de manière générale. Mais aussi forcément aux enjeux de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie non renouvelable, etc. Donc ça répond aux enjeux environnementaux et de sécurité alimentaire de manière globale. Donc oui, tout ça pousse et va dans le même sens aujourd'hui pour développer la bioéconomie au niveau territorial et au niveau européen.
comme tu as abordé le point avec Salveco, je vais leur passer la parole tout de suite. Justement, votre stratégie, qu'est-ce qui vous pousse à aller de plus en plus vers justement la chimie verte? Alors, je vais pas vous parler de l'intérêt et de la demande du consommateur pour des produits plus vertueux. Jackie on a déjà un peu parlé. Moi, ce que j'aimerais en fait vous faire passer comme message, c'est un peu un retour d'expérience sur les avantages que ça peut donner d'un point de vue réglementaire d'utiliser des produits qui sont biosourcés. Donc, vous avez compris qu'à Salveco, on n'est pas en phase de transition pour passer de la chimie conventionnelle à une chimie biosourcée. Donc, dès le début, en fait, on s'intéresse à la formulation de produits à partir de molécules biosourcées. Donc, bien sûr, ça demande beaucoup plus de temps parce qu'il faut formuler des produits avec des molécules qui sont peu connues ou qui sont même carrément inexistantes. Donc, il faut développer, caractériser et ensuite intégrer à nos différentes formulations. Donc, une fois que c'est en place, par contre, ça peut faciliter certains dossiers d'homologation. Donc, je prends l'exemple des produits biocides que nous développons à Salveco. Donc, quand je dis produits biocides, je parle de produits de désinfectants, que ce soit des produits de désinfection de surface ou d'hygiène humaine. Donc, on a choisi d'utiliser, nous, des acides organiques qui sont d'origine végétale pour contrecarrer l'utilisation massive d'ammonium quaternaire dans ce domaine, qui sont des molécules qui posent beaucoup de problèmes. Donc, le choix qu'on a fait il y a un peu plus de 15 ans maintenant, dans notre cahier des charges, nous permet désormais d'être éligible à une procédure particulière au niveau européen qui est exclusivement dédiée aux produits à faible risque. Donc, ça, c'est un grand avantage qu'on a en ce moment, mais qui a nécessité quand même de nombreuses années de recherche et développement. Donc, de toute façon, par rapport à cette évolution réglementaire, que ce soit REACH, que ce soit les réglementations européennes comme les règlements biocides, le règlement CLP ou à titre mondial, le règlement GHS, on a deux stratégies possibles pour les entreprises, soit de s'adapter et de subir, c'est-à-dire quand une molécule devient interdite par la réglementation, on essaye de switcher, de mettre en place un programme, soit d'anticiper. Et donc c'est le choix qu'on a fait, nous, à Salveco, de mettre la santé et l'environnement au cœur de nos développements. Et pour ce faire, on a trouvé que l'outil du biosourcé est un outil très puissant et dont on ne connaît encore que le début. Merci beaucoup. Monsieur Magel, le côté réglementaire, quels sont vos boosters pour aller justement de plus en plus vers le biosourcé? Nous avons mis au cœur de l'entreprise aussi l'environnement et la santé et la réglementation inévitable, effectivement. En ce qui concerne un des points principaux, c'est l'innocuité des produits, des contenants qui sont en contact direct avec les aliments. Donc, nos barquettes sont remplies d'aliments, plus ou moins acides, plus ou moins gras. Elles sont conservées pendant quelques jours, notamment dans les collectivités, les hôpitaux, par exemple, les cuisines centrales, au froid, ensuite transportées sur des lieux de consommation et réchauffées. Donc l'innocuité est très importante parce que dans les barquettes plastiques, en fait, nous remplaçons progressivement les barquettes plastiques dans les cantines scolaires qui seront interdites en 2025. Pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais on a trouvé dans certaines barquettes plastiques du bisphénol, des phtalates, des photoinitiateurs, enfin beaucoup de choses. Voilà, donc en tout cas, il n'y a pas ces produits-là dans nos barquettes. Donc la volonté, c'était d'aller vers le biosourcé pour éviter ça. Et même nos barquettes qui ont un film PET à l'intérieur, c'est encore le cas pour une partie de nos productions, ont été débarrassées depuis longtemps de tous ces produits-là. Lorsque la répression des fraudes vient faire des prélèvements chez nous, et ils le font régulièrement, ils nous rendent un rapport 6 mois après. Je pense que les analyses sont longues et les conclusions sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dans les barquettes sur le pack. Donc ça, c'est très important. Donc c'est le premier point. Dans la loi Egalim, je ne sais pas si vous connaissez la loi Egalim, concernant en tous les cas l'interdiction des barquettes en plastique dans les écoles. Donc ça, elle sera en application début 1er janvier 2025. Donc nous sommes prêts déjà depuis quelque temps avec nos barquettes biosourcées.
Ensuite, l'économie circulaire est un point important aussi, puisque nos déchets de production, par exemple, on en a quelques centaines de tonnes par an, sont achetés par une entreprise qui s'appelle Lucart, que je pense nos amis de Salveco connaissent peut-être. Ils sont à Épinal, ou à côté d'Épinal. Donc, ils font des bobines d'essuyage en papier. Et donc, ils récupèrent nos déchets et les recyclent effectivement pour ces bobines. Donc, la fin de vie de nos produits est assurée soit par le recyclage, comme c'est le cas chez Lucart, ou par le compostage, puisque nos nouvelles barquettes sont compostables. D'ailleurs, nous sommes certifiés 13 432, si je ne me trompe pas. Donc, nos barquettes sont compostables et méthanisables en même temps. Donc, on peut récupérer le méthane pour alimenter des stations électriques ou je ne sais quoi, ou les bus de la ville de Quimperlé, par exemple. Voilà. Donc, il y a quand même un intérêt important à la méthanisation. Donc, c'est ce qui nous a guidés principalement. Et depuis le départ, depuis 20 ans, finalement, on travaille dans cette direction-là. Mais trop tôt, c'est trop tôt, parce que nous avions des propositions à faire il y a quelques années. Et ça n'intéressait pas pour des questions de coût, parce qu'effectivement, le biosourcé, ça n'a pas été trop dit, ça a été un peu sous-entendu quand même, je crois, par IAR. Donc, les produits biosourcés sont souvent un peu plus chers que les produits pétroliers. C'est un peu l'inconvénient et la barrière aujourd'hui. Mais on progresse quand même de façon importante. Donc, je réitère ce que je disais tout à l'heure, véritablement, nous sommes à la recherche d'autres produits, soit à base d'algues, à base de caséine, enfin, je sais pas, il y a sûrement beaucoup de possibilités, mais n'étant pas scientifique, j'en ignore une grande partie, j'imagine. Voilà, voilà ma position. Voilà, très bien. Ça fait la transition justement avec la recherche-développement. Et alors, j'avais une question dans les, comment ça s'appelle, dans les petits messages là, qui s'adresse, je pense, à Aya. C'est dans le cadre du projet qui est en train de se mettre en place, comment sont sélectionnées ou comment sont contactées les entreprises? Oui. Alors, donc comme je l'ai peut-être précisé au début, on a mis en place donc un consortium donc d'industriels et de laboratoires qui sont déjà partenaires. Donc, avec ces partenaires, on discute toujours de ces contraintes, qu'elles soient réglementaires ou pas. Donc, notre priorité, nous, en tant que projet Impact Biomolécules, c'est d'accompagner donc les industriels à faire cette transition vers le biosourcé. Comment on peut le faire? Donc, nous, on est doté de beaucoup de plateformes, par exemple, qui sont labellisées STAR, donc par Lorraine Université d'Excellence. Donc, ce sont des plateformes d'excellence qui vont nous permettre de découvrir ces nouvelles molécules, de les caractériser au niveau physico-chimique, mais aussi au niveau biologique, que ce soit in vitro ou in vivo. Donc, le projet Impact Biomolécules sera une porte d'entrée à ces industriels qui souhaitent faire la transition vers le biosourcé pour qu'on puisse, nous, les orienter vers les plateformes qui conviennent à leurs besoins. Donc, c'est en nous contactant qu'on peut aussi vous aider à faire cette transition. Mais nous, comment aussi on communique? Donc, on collabore beaucoup avec le pôle IAR. Donc, d'ailleurs, récemment, on a fait une étude de marché avec le pôle IAR pour voir vraiment, suivant différents marchés, quelles sont les contraintes, qu'elles soient réglementaires ou autres, pour pouvoir vraiment répondre aux besoins. Et aussi, nous, donc, avec ce consortium, aujourd'hui, on parle de plus de chaires partenariales. Donc, on a la chaire Biomolécules for Bioeconomy qu'on a mis en place. Et donc, cette chaire aussi permet un accompagnement des industriels, que ce soit dans le montage de projets ou même aussi dans la création d'un réseau qui va permettre aux scientifiques, chercheurs, mais aussi aux industriels de communiquer librement et donc de répondre aux besoins de l'un et de l'autre. Merci Aya. Tout à l'heure, Baptiste parlait d'un catalogue de molécules faibles.
est-ce qu'il y a des voies privilégiées que vous pourriez conseiller par rapport à cette recherche-développement? Est-ce que c'est plutôt les plantes, plutôt les micro-organismes? Est-ce que vous avez quelques orientations préférentielles à proposer pour justement aller de plus en plus vers le biosourcé? Oui, alors de notre côté, effectivement, on a des axes de recherche qui sont orientés là-dessus, puisque comme disait Steve, nous, il ne s'agit pas vraiment de s'adapter à des nouvelles contraintes. On n'est pas non plus dans une démarche de substitution où on veut remplacer un tensioactif synthétique par un naturel. Dans notre cas, il s'agit plutôt de démarches qui permettent de renforcer notre approche actuelle. Et on a un premier axe là-dedans qui est effectivement lié à la synthèse de nouvelles biomolécules, qui est basé sur une approche collaborative, puisque nous, on a une expertise en formulation, mais moins en synthèse. Il y a un point qui a été assez peu abordé pour le moment, et qui justifie aussi qu'on ait besoin de coproduits par rapport à ce que disait Sorpac tout à l'heure, c'est que dans le cadre de l'utilisation de la biomasse pour la synthèse de biomolécules, il y a une question importante qui est la disponibilité des ressources. Et pourquoi? C'est parce qu'il peut exister une compétition entre un usage alimentaire et une utilisation dans la chimie. Et alors, dans le cas de la détergence, on utilise des volumes assez faibles. Si on prend par exemple l'huile de palme qui peut être très employée, par la détergence, ça va être des très faibles volumes par rapport à ce que représente le Nutella ou la production alimentaire. Et un des axes qu'on envisage justement pour limiter cette compétition et par rapport à ce qui était abordé avant, c'est effectivement de trouver des nouvelles voies de valorisation des coproduits et des déchets industriels. C'est une démarche qui s'intègre aussi très bien dans la bioéconomie avec cette notion de circularité qui était abordée par l'IAR tout à l'heure. Et l'idée, c'est qu'en partant de déchets valorisés, on est capable de faire des formules qui sont 100% biodégradables. Donc ça, c'est vraiment un axe important. On a un deuxième axe qui est un peu plus basé sur la veille technologique, peut-être plus en lien avec ce que propose le consortium biomolécules, c'est qu'on est toujours à la recherche de molécules qui ont des nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités multiples. Alors pour ça, notre approche là-dedans, ça va être une approche qui est aussi collaborative, c'est de rester à l'écoute des laboratoires de recherche, des projets existants qui visent à obtenir des nouvelles molécules biosourcées. Et l'idée pour nous, c'est de nous intégrer à ces projets parce que ce qu'on peut apporter, c'est notre expertise industrielle, c'est-à-dire tester des molécules en conditions réelles dans nos formulations et faire un retour sur savoir si elles sont suffisamment efficaces ou non, et d'échanger ensuite sur comment améliorer ces propriétés en fait. Et en dernier point, on a aussi des perspectives, des choses qu'on aimerait faire plus, en particulier les analyses de cycle de vie, mais ça c'est plus pour quantifier un peu l'intérêt du biosourcé en prenant en compte les formules dans leur entièreté, depuis la matière première jusqu'à la fin de vie, et aussi en faisant des approches comparatives par rapport à une formule biosourcée et son équivalent d'origine fossile. Et le dernier point important pour nous, c'est de faire des efforts sur l'emballage, donc aussi en lien avec ce que disait Sorpac et l'importance de ces solutions-là, c'est que nous, on fait des formulations liquides, mais les produits qu'on vend, c'est pas juste une formulation, c'est une formulation et son emballage. Et on cherche à utiliser des emballages qui ont le moins d'impact possible. Voilà un peu pour nos démarches de recherche. Monsieur Maget, peut-être quelques mots là-dessus? Sur justement les nouvelles sources, les nouvelles voies? Les nouvelles voies, disons, la nouvelle voie que nous avons mise en œuvre date maintenant d'un an et demi, avec la barquette totalement biosourcée. Donc, encore une fois, elle est composée de pure cellulose vierge. C'est la fibre de bois qui a été cuite, lavée, recuite, relavée, donc parfaitement débarrassée tous les substrats qui sont à l'état naturel dans le bois, en fait. Hein. Donc, il ne relargue rien en termes de migration. Et à l'intérieur, là, je ne pourrais pas vous donner la formulation exacte, même si je la connais. C'est donc un vernis végétal, je vais l'appeler comme ça en simplifiant, obtenu par fermentation, raffinage, etc. Voilà. Donc, et là, on a vraiment un produit qui se tient bien, qui supporte des températures, en fait, des températures négatives très importantes, moins 40, et également plus 140 pour le réchauffage en four micro-ondes ou en four traditionnel. Donc, ça convient très bien pour l'utilisation d'emballage, de barquettes alimentaires dans la restauration collective, puisque dans ce domaine, les fours sont bridés à certaines températures. Et chez le consommateur, ça convient très bien pour le four micro-ondes. Après,
On n'a pas encore trouvé une nouvelle voie, c'est pour ça que je compte plutôt sur vous donc pour trouver de nouvelles voies afin vraiment d'élargir le panel d'offres que l'on veut offrir. Et on ne va pas s'arrêter là, si vous voulez, parce qu'on a aussi besoin, il peut y avoir des pénuries dans certains produits, donc on a besoin vraiment d'avoir plusieurs fers au feu et de pouvoir offrir plusieurs types de produits, y compris peut-être avec des températures différentes, plus élevées peut-être pour certains que pour d'autres. Mais en tous les cas, qu'il soit toujours dans l'innocuité, soit toujours parfaite, aussi bien au froid, à température ambiante et au chaud. Alors ça, c'est fondamental. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, j'ai vu une main levée à un moment. Alors, comme j'ai pas de question qui va avec, est-ce que monsieur ou madame Wang veut poser sa question en direct? Ce serait presque aussi simple parce que j'ai pas vu la question. J'ai désigné la personne comme présentateur si elle veut poser sa question. Mais je ne sais pas. Ah, je sais pas. Bon, on lui laisse la parole quand elle le souhaite, cette personne. Après, il y a le côté, une question aussi autour du relais sur les territoires pour faire connaître la démarche, mais peut-être que la personne qui pose la question pourrait préciser, parce que j'ai du mal à bien saisir la question. Excuse-moi, c'est M. Wang. Mon micro est coupé, en fait. Excuse-moi. Alors, très rapidement, merci d'abord pour les intervenants et aussi pour votre organisation de la journée aujourd'hui. Très rapidement, je trouvais que le temps est tellement changé et dans le bon sens maintenant pour la chimie verte, c'est-à-dire que dans tous les intervenants aujourd'hui, je trouvais que vous avez un objectif précis, vous avez des outils, mais vous avez un besoin précis pour votre recherche, mais aussi sur les applications. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et moi, je vais partager avec vous une toute petite expérience dans le domaine des matériaux de construction. On utilise aussi beaucoup de produits biosourcés. Donc, une des clés de succès des biomolécules ou des molécules d'origine naturelle, c'est qu'on connaît ses propriétés dans nos matériaux. Et ça, c'est très important parce qu'on ne cherche pas que la molécule biosourcée, mais on cherche aussi quelles sont les propriétés quand on met dans le ciment, qu'on met dans le béton, on met dans le plâtre. Et une fois qu'on a caractérisé les besoins des propriétés, on va chercher la molécule, on cherche aussi l'association de molécules comme certaines de notre collègue ici a parlé de la formulation. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, je trouve que c'est très important que Madame Aya a parlé de l'approche de réseau. C'est-à-dire que dans l'industrie des matériaux de construction, ils ont inventé un réseau qui s'appelle RILEM. J'ai oublié toutes les significations en anglais, mais juste pour vous dire que ils ont partagé des données, ils ont partagé des moyens analytiques et d'une manière sans l'idée de retour sur l'investissement où c'est simplement partagé. Et en ce cas-là, chacun va utiliser des avancées scientifiques et techniques pour ses fins. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et dernier point que je vais aussi partager avec vous, c'est-à-dire que une fois c'est ça, si on connaît, on connaît un peu les objectifs des propriétés des molécules, on peut se donner également, on peut créer un réseau qui permet d'accumuler des data, on peut créer des big data, parce que moi, quand je fais de la chimie biosourcée, quand j'étais encore en exercice, aujourd'hui je suis consultant indépendant, je permets de le faire un tout petit peu à peine, c'est que on cherche d'abord, on sait que des végétaux ou des insectes ou des animaux ont inventé des molécules pour un but très précis. C'est la nature qui est faite comme ça, est très intelligent, avec une faible énergie. Donc du coup, pourquoi pas, avec bien sûr des efforts publics et collectifs, on peut petit à petit créer des passerelles entre des chimistes, des formulateurs, des utilisateurs, mais aussi avec des biologistes. Donc ça, on sait très bien que quel type de végétaux nous permettent de fractionner certains types de molécules, etc. Je pense que ça peut nous aider à avancer dans ce qu'on cherche. Et mon mot de la fin, c'est que je le crois beaucoup.
Voilà, je crois beaucoup à ce domaine-là et surtout avec le contexte actuel. Voilà. Donc, bravo à vous et je suis à votre disposition également pour les autres sujets. Voilà. Ok, merci de ces commentaires. D'ailleurs, il va rester à peu près un petit quart d'heure. Je vais proposer à ceux qui veulent de poser leurs questions en direct. Ça sera relativement simple. Il y a une question sur les intermédiaires, on va dire tout ce qui fédère le rapprochement, les relais règlements, enfin les relais locaux, les relais d'entreprises, etc. Alors, je pense que effectivement, les centres techniques sont des relais importants pour les partenariats qui peuvent être développés entre public et privé. Je pense qu'il ne faut vraiment pas s'en priver. Il y a un certain nombre de centres techniques dans la région Grand Est. Il y a évidemment le pôle de compétitivité hier, qui est, enfin, Jackie pourra me contredire, mais je ne pense pas, qui est vraiment un relais, on va dire, privilégié pour justement le montage de projets collaboratifs pour aider justement au développement de ces nouvelles approches biosourcées. Et puis après, évidemment, il y a l'université qui est un partenaire permanent, mais qui est en relation de toute façon avec tous les acteurs qu'on vient de citer. Alors, je veux bien prendre les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Je laisse la parole un tout petit peu aux participants qui souhaiteraient poser des questions à l'une ou l'autre des personnes. Je ne sais pas si toutes les questions avaient été répondues dans le chat, les premières en tout cas. Il y avait aussi une question de Chloé Guillaume qui demandait si l'étude de marché entre IAR et LUE, enfin biomolécules, était accessible ou pas. Alors, nous avons un rapport d'activité finale qui est disponible sur notre site. Donc, Lucie, je te transfère le lien. Et à partir de ce rapport d'activité, vous trouverez cette étude de marché en annexe. Merci beaucoup, Aya. Et il y avait deux questions de France Henriette du CD88. Je ne sais pas si Stéphane, tu y avais. Alors, je les ai vus. Alors, on peut proposer à France Henriette de peut-être repréciser la question. Je me permets d'être présentatrice. Voilà, normalement, elle peut poser sa question en direct si elle veut. C'était par rapport aux structures, genre Agria, etc. Oui. Donc, j'avais partiellement répondu, mais vous pouvez repréciser ça. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes régulièrement au contact d'entreprises qui se posent des questions et de plus en plus avec l'actualité, avec les différentes règles qui s'imposent aux entreprises et puis leur volonté justement d'aller, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vers des produits à forte innocuité. Chacun se pose des questions sur la santé, sur l'environnement. Je connais très bien le pôle IAR, Monsieur Van de Putte, je connais la qualité des prestations, mais il existe encore quelquefois un intermédiaire nécessaire entre les besoins des entreprises et puis le fait qu'elles osent s'adresser à un pôle de compétitivité. Il faut déjà qu'elles aient quelque part un peu formulé leur projet, qu'elles aient connaissance de l'existence des pôles. Donc moi, je pense que ce serait quand même intéressant qu'il y ait un travail qui soit fait avec les têtes de filière, avec les consulaires, pour expliquer un petit peu votre démarche et puis peut-être essayer de faire travailler des entreprises collectivement sur ces sujets-là. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait il y a une dizaine d'années. On avait lancé le programme régional innovation végétale. Grosso modo, on avait formé tous les acteurs, les CRT, les CCI et autres qui étaient en contact des industriels pour leur donner un premier vernis sur la chimie du végétal. Et on leur disait effectivement s'ils allaient voir un acteur dans le secteur de la peinture ou un acteur dans le secteur des shampoings, etc., quelles étaient les innovations, parce que grâce à Tremplin, on est capable de voir quelles sont
un peu les innovations sur le sujet, notre système de veille. Et puis, on avait une action avec un diagnostic stratégique et dans le but de regarder effectivement quelles étaient les motivations et définir un peu mieux les besoins avant même de rentrer dans le pôle de compétitivité. Alors, c'est des choses qui existent encore, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise, j'allais dire, fait part d'un éventuellement besoin, on peut venir. J'allais dire que chaque acteur, finalement, est relais aujourd'hui au niveau des régions pour promouvoir la bioéconomie et nous appeler effectivement aussi pour échanger avec l'industriel en question sur les grandes tendances, sur voilà, le marché, ce qu'il y a disponible. Alors, on a une base de données qui s'appelle l'agrobiobase, hein, qui référencie en fait déjà ce qu'il y a disponible, ce qu'il y a en vitrine. Souvent, la première question qu'on nous pose, hein, qu'est-ce que vous avez de disponible éventuellement pour formuler? Donc là, la réponse, c'est l'agrobiobase et elle est disponible gratuitement. Voilà. Et après, s'il y a besoin, c'est de comprendre quels sont les verrous, d'aller un peu plus loin dans l'état de l'art, quels sont les jeux d'acteurs. Et donc là, au fur et à mesure, effectivement, ça suppose de rentrer au fur et à mesure dans le pôle IR, quoi. Effectivement, je pense que tous les acteurs ont un rôle à jouer. On peut aider aussi, hein, le contact est souvent un peu difficile, hein, que ce soit des universitaires ou des industriels, il y a une hésitation à entrer en contact. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Aujourd'hui, les contacts sont quand même assez simples. Et même si la question n'est pas formulée, on peut aider à formuler la question, justement, pour simplifier la mise en place d'un projet, hein. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, ceux qui sont connectés aujourd'hui, surtout qu'ils n'hésitent pas à contacter, que ce soit par l'UCISSK ou par AIA ou par qui vous voulez au niveau du pôle ou des organisations régionales. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs se connaissent de mieux en mieux et ça permet aussi de mettre les bonnes personnes en relation et ça peut aider. Peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions, les industriels peuvent dire un petit peu justement comment ils financent, comment ils montent les projets autour de ces thèmes-là, quels sont leurs interlocuteurs, comment ils ont abordé certains points. Peut-être un exemple d'une success story. Alors pour la partie financement, je vais prendre la main. Nous, ce qu'on fait d'habitude comme démarche, c'est que on va participer aux appels à projets, hein. Parmi les financeurs qu'on peut contacter, on a l'ADEME, on a la région Grand Est aussi quand c'est possible. Bon, après, des fois, la limite, c'est qu'on est vite assez limité par les thématiques des appels à projets. Alors, des fois, ça va nous concerner, des fois, ça nous concerne moins. On est aussi limité par les problématiques et le taux de succès, en fait, tout simplement. Et au niveau des success stories, on a quelques projets financés. Il y a quelques temps, on avait financé justement un projet sur des nouvelles biomolécules biosourcées à partir de ressources naturelles. Et c'est un projet qui a pu donner quelques suites intéressantes. Voilà. En général, on a beaucoup d'interactions avec soit les centres techniques, soit les universités, ce qui nous permet d'avoir accès à des compétences qu'on n'aurait pas forcément en interne et pour lesquelles on n'a pas les moyens d'investir. Et donc, plutôt que de reproduire ce qui est déjà disponible, pour nous, l'intérêt premier, c'est de pouvoir aller chercher justement des collaborations, encore une fois, soit avec des universités, des partenaires publics ou d'autres sociétés privées, pour pouvoir bénéficier de ces compétences-là. Et encore une fois, grand merci notamment à l'IAR pour ça, qui permet aussi de connaître un peu tous les acteurs de la bioéconomie au niveau national. Monsieur Magé, peut-être un petit retour d'expérience de financement Oui, en ce qui nous concerne, c'est plus des recherches d'aide pour investissement, mais investissement productif, par exemple, hein. Donc là, finalement, les partenaires, c'est la région, la BPI et nos banques traditionnelles, bien sûr. Là, ça fonctionne très bien. Et en termes de partenariat pour la recherche et développement, l'ENSAIA, je ne sais pas si on peut la citer, hein, je pense qu'on a fait en tout cas une tentative ensemble, hein, voilà, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, peut-être vous êtes plus apte que moi à en dire un mot. Oui, juste un petit mot, on est en train d'essayer de monter, de développer une nouvelle barquette, hein. Les projets sont à l'état
on va dire, pilote, pré-industriel. On est en train de faire quelques essais sur ligne à petite échelle. D'ailleurs, on va en faire un prochainement, on va dire, avant mi-novembre, faire un essai sur ligne pour justement avoir une barquette biosourcée à base de coproduits des produits de la mer, c'est-à-dire du chitosan qui vient de la chitine des crustacés ou des insectes. Et donc, on essaie de valoriser cette ressource pour faire des barquettes aptes au contact alimentaire. Effectivement, c'est un projet qui est en cours. Le contact avec l'IAR est très très ancien, puisque j'étais à l'ouverture, à la création, il me semble que c'était à Laon, ou à côté de Laon, il y a au moins 20 ans. C'est très ancien. Et depuis, je n'ai pas eu de nouveau contact. Un manque de temps, certainement. Vous savez ce que c'est, les chefs de petites entreprises ont la tête dans le guidon, comme on dit, et on n'a pas toujours le temps de favoriser les relations. Mais là, par contre, j'ai retrouvé la trace de l'IAR et je ne manquerai pas de reprendre contact, voir si vous avez dans vos développements des produits qui seraient aptes au contact alimentaire et applicables, pourquoi pas sur nos matières celluloses. Bien sûr. On pourra échanger effectivement sur le volet, sachant que bon, on a quand même expertisé le dossier qui est derrière via effectivement l'université. Un petit mot, j'aimerais préciser quand même qu'il y a effectivement beaucoup de possibilités de financement au niveau régional, national et au niveau européen. Effectivement, il faut suivre ça de manière particulière. Et que récemment, l'appel à projet graines de l'ADEME vient d'être relancé. Donc, c'est un projet effectivement pour le développement des filières de la bioéconomie et notamment tout ce qui est système de production, de transformation, de valorisation de la biomasse au sens large. Et c'est pour des petits projets. C'est vraiment pour des projets à peu près de 200 000 € avec des taux d'aide qui vont de 25% à 100% si vous êtes une entreprise grand groupe ou effectivement un universitaire avec bien sûr toujours la nécessité d'avoir un projet collaboratif. Mais voilà, donc il faut profiter de ces opportunités. La clôture, c'est au 16 décembre, donc vous avez largement de quoi réfléchir à un petit partenariat. Généralement, on essaie de couvrir une chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est-à-dire on part de la biomasse et on va jusqu'à la formulation et l'homologation des produits. Donc il faut 2-3 acteurs, ou 5 maxi, comme on dit toujours. Et c'est peut-être une façon de commencer, comme on dit toujours, une façon de commencer, c'est d'appeler le pôle, c'est éventuellement de prendre un stagiaire parfois pour mieux débroussailler le chemin, de faire une première étude d'état de l'art, là aussi on est capable de le faire au pôle, pour commencer ensuite à aller un peu plus dans le détail sur des projets un peu plus structurants. Très bien, on arrive doucement à la fin de notre réunion. Je vais repasser la parole à Lucie Seska, peut-être pour quelques mots de conclusion. Et avant qu'elle vous remercie, je vous remercie d'avoir participé à cette réunion. Merci effectivement à tous pour ces échanges. Effectivement, on a pris un format assez court, mais ça a permis d'évoquer quelques pistes. En tout cas, que ce soit au niveau des intervenants ou des participants, que je remercie également, n'hésitez pas à reprendre contact avec mon adresse email pour que je puisse vous mettre en lien si vous avez encore des questions à transmettre à nos intervenants ou juste être mis en lien. Et puis, on reste à votre disposition. J'espère vous retrouver sur un prochain événement donc en présentiel, qui sera un brunch autour de la thématique des déchets en lien avec le conseil départemental du 54. Donc cette fois-ci, on aura l'occasion de tous se rencontrer. Et puis je ne sais pas s'il y en a qui ont un dernier petit mot à ajouter avant qu'on clôture l'événement. Voilà, je vous laisse la main si jamais. Si c'est tout bon, eh bien, je vais arrêter l'enregistrement ici. Et puis, une bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci beaucoup encore. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.